L'arc du titan féminin va constituer un des premiers grands tournants de l'histoire, préparant ainsi le choc que sera l'arc suivant. Alors qu'Eren et les autres ont rejoint le bataillon d'exploration, le Major Erwin décide d'utiliser les pouvoirs d'Eren pour partir à la reconquête du mur Maria et boucher le trou fait par le titan colossal. S'organise ainsi la 57e expédition Extramuros, où les nouvelles recrues de la 104e brigade vont participer. Alors que le bataillon doit faire un long détour en partant du district de Karanes, ils sont confrontés à un nouveau titan à l'apparence inhabituelle, le titan féminin. Celui-ci se révèle particulièrement meurtrier de par son intelligence et ses techniques, massacrant méthodiquement ses adversaires. Armin, le premier à être confronté à ce nouvel ennemi, tire la conclusion nécessaire. Il s'agit d'un humain qui, comme Eren, possède le pouvoir de se transformer en titan. L'arc du titan féminin fait partie, selon moi, des arcs les plus marquants du manga, sans pourtant être celui qui fait le plus avancer l'histoire. D'une part, la tension et l'horreur sont à leur paroxysme alors que le bataillon est confronté à un ennemi sadique et inarrêtable. L'arc enchaîne les scènes choc graphiquement très explicites, le climax étant le massacre de l'escouade Levi et l'affrontement d'Eren contre le titan féminin. D'autre part, la révélation de l'identité du titan sera un choc à la fois pour le lecteur, mais aussi pour les personnages. Alors, comme on a fait dans la première vidéo, il ne s'agit pas ici de raconter par le menu ce qui se passe dans l'arc du titan féminin, ça vous avez qu'à un manga ou qu'un anime, ça vous regarde. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est essayer de tirer les éléments d'analyse qui vont nous permettre de construire une réflexion à partir de l'œuvre. Donc encore une fois, si vous n'avez ni lu ni regardé, passez votre chemin, ou alors vous restez et vous serez sûrement spoilé, vous allez vous gâcher une partie de l'intrigue. Maintenant que vous êtes prévenus, je ne parlerai que de l'arc du titan féminin, et je passerai aussi par l'OAV, Lost Girl, le spin-off, enfin ça dépend, si vous le prenez sous forme de roman, manga ou épisode. Bon bref, après c'est pas très intéressant, donc voilà, je spoilerai juste un peu ça, et je spoilerai aussi une révélation par rapport au personnage principal de cet arc-là. Donc voilà, pas de panique. Normalement, si vous aimez l'œuvre, vous en êtes déjà loin. Du coup, voilà, vous êtes prévenus. Alors qu'Eren et l'escouade Levi sont pris en chasse par le titan féminin dans la forêt des arbres géants, Eren assiste impuissant au massacre des membres du bataillon. Il souhaite intervenir et utiliser son pouvoir de titan afin d'affronter leur ennemi. Les membres du bataillon lui intiment de ne pas le faire et de suivre le plan même si Eren ignore de quoi il s'agit. Se pose à lui une alternative. Arrêter le massacre tout de suite et maintenant, ou suivre le plan du Major Erwin dont il ignore la teneur. Petra, à ce moment-là, le supplie de leur faire confiance à eux, à Erwin et au bataillon tout entier. Levi a alors cette sortie surprenante. On peut être surpris des mots de Levi en tant qu'il représente l'autorité et qu'il est le supérieur d'Eren. Ce qu'il lui dit, c'est qu'il est libre de choisir. Même si l'on ignore les conséquences de nos actes, nous sommes libres de choisir. Mais choisir en son âme et conscience. Les paroles de Levi ici sont fondamentales, car elles constituent le premier pas de Eren vers la majorité. Par majorité, on entend, au sens kantien du terme, la capacité de l'individu à agir et penser par lui-même de façon autonome, sans obéir ou se soumettre à une autorité extérieure. La majorité n'est absolument pas chez Kant un appel à l'égoïsme et à la désobéissance des individus, mais au contraire, un appel à la faculté de prendre des décisions par soi-même. Si l'on prend le cas ici présent, Levi n'encourage pas Eren à lui faire confiance, ni à obéir au bataillon. Il sait très bien qu'Eren a la capacité de lui désobéir de par sa volonté et son pouvoir. Il ne veut pas qu'il suive uniquement l'ordre d'obéir, mais qu'il obéisse de par lui-même. La soumission volontaire à l'obéissance devient un acte libre et raisonné. Eren doit comprendre pourquoi il faut qu'il obéisse sans qu'aucune pression ne s'exerce sur lui. Il doit suivre les ordres parce qu'il sait qu'ils sont bons. On entre ici dans la définition kantienne de la liberté, une action libre et de bonne volonté qui agit en vue du bien, ce qu'il appelle l'autonomie morale. Je n'agis ni pour une récompense, ni par pression extérieure, mais parce que c'est simplement bien de le faire. On pourrait aller même plus loin. Les paroles de Levi ne l'encouragent
dans aucune direction. Eren peut croire en lui ou dans le collectif. Cela le regarde. Il doit juste prendre la décision de manière autonome. Le caporal ajoute ici une terrible idée. On ne peut connaître le choix de nos conséquences. Ainsi, la volonté libre est aussi une volonté angoissée. Angoissée car aucune certitude dans le résultat de nos choix. Nous devons être libres sans connaître les conséquences de cette liberté. Ici, c'est Sartre qui se substitue à Kant, car nous ne voulons pas être libres car la liberté est angoissante. Elle nous laisse seuls face à nos choix, à nos conséquences, nous laissant pleinement responsables de ce que nous faisons. La liberté angoissée de par son incertitude et la peur de la culpabilité. La liberté est angoissée de par son incertitude et la peur de la culpabilité. C'est cette culpabilité qui dévastera Eren alors qu'il assiste impuissant à l'extermination de l'escouade Levi par le titan féminin. Si la première fois sa confiance dans le bataillon est fondée, le plan d'Erwin se déroulant comme prévu, la seconde fois qu'il donnera sa confiance à l'escouade aboutira à un drame. Eren se demande alors s'il a eu raison de leur accorder sa confiance. Que se serait-il passé s'il avait eu confiance en lui et non aux autres? Il étreint d'un coup toute la responsabilité du massacre et se déchaîne contre le titan féminin pour ensuite lui attribuer la faute. Dominé par la haine, il livre un combat bestial où il perd peu à peu ses moyens à cause de la rage qui le domine. Le titan féminin, semblant maîtriser des techniques pointues de close combat, prend naturellement le dessus et bat facilement Eren. On comprend ce passage comme une mise en garde. Eren a agi en étant persuadé de connaître les conséquences de son choix. Comme celui-ci s'est révélé juste la première fois, il sera forcément le second. Isayama nous met en garde contre la croyance que ce qui est valable une fois l'est pour une autre fois, particulièrement concernant les actions libres dont on n'a aucune idée des conséquences. Il n'y a pas de loi des actions humaines, d'où l'idée d'une liberté angoissée. Et Eren se rend compte par cette expérience tragique qu'on ne peut cerner toutes les conséquences de nos actions, et que celles-ci ne peuvent être un point de référence pour choisir de manière future. On est seul face à ces actes, ce qui dans une situation de lutte amène à une angoisse nécessaire. Ainsi cède-t-il au désespoir et à la haine, ce qui le mènera à une défaite nécessaire. Encore une fois, il perd totalement le contrôle de lui-même et devient ivre de violence. Il ne se contrôle plus. Sauf que, face à un adversaire maîtrisant des techniques de combat, ce qui peut symboliser une oppression sous la forme d'une puissance organisée, la rage ne suffit plus pour assurer l'avenir de la révolte. Eren ne sera sauvé que par l'intervention miraculeuse de Levi et de Mikasa qui parviendront à l'arracher à la gueule de leur ennemi. La dernière image que nous aurons du titan féminin est un être mutilé contre un arbre, impuissant, des larmes coulant sur son visage. Et soudain, nous avons pitié de lui. Malgré les massacres et les horreurs, nous ne pouvons nous empêcher, un bref instant, de compatir. Mais pourquoi pleure-t-il? De douleur? De rage? De culpabilité? Car nous le savons, maintenant, derrière cette apparence terrifiante se cache un cœur humain. Si Annie était restée un personnage discret jusque-là, comme la plupart des autres membres du bataillon d'ailleurs, chacune de ses apparitions faisait un personnage charismatique, à la fois fort et cynique sur la nature humaine. Pourtant, on sent une certaine sympathie pour ses camarades. Ses interactions avec Armin et Eren, sa vision du monde, sa distance, semblaient en faire un personnage secondaire intéressant mais sans plus. Jusqu'à ce que la révélation tombe. Annie est le titan féminin. Pour Eren, c'est un choc, au point où il n'arrive pas à se transformer pour la combattre. Annie n'est pas un simple titan, c'est une humaine, un camarade qu'il connaît. L'anime, de manière très intelligente, en ajoute une petite couche en la faisant rire nerveusement, lui donnant ainsi un caractère plus normal alors qu'elle restait plutôt froide dans le manga. On est d'ailleurs presque touché de se rendre compte qu'elle a épargné Armin de par une certaine forme de sympathie, voire d'affection pour lui. On est d'ailleurs presque touché de se rendre compte qu'elle a épargné Armin de par une certaine forme de sympathie, voire d'affection, et qu'elle ne s'est pas déchaînée contre Jean et Reiner comme contre les autres membres du bataillon. Et on garde aussi cette image du titan féminin mutilé par Levi pleurant contre son arbre. Comme nous l'avons dit, ces larmes sont extrêmement ambiguës. Est-ce que c'est de la douleur, de l'impuissance, de la colère, de la culpabilité? En tout cas, il y a une certitude. L'oppression a maintenant un visage. Ce n'est plus une abstraction. C'est un visage humain, connu, qui ressent et qui souffre. Cela n'excuse en rien, mais la lutte contre l'oppression bascule ici dans une véritable tragédie. Tant que le titan était une créature monstrueuse et désincarnée, le tuer ne présentait aucun dilemme pour personne.
Mais maintenant que l'oppression a un visage, maintenant que le titan est incarné par un individu, et d'autant plus un individu que l'on connaît, il y a un surgissement brutal de la question éthique. Le philosophe Emmanuel Levinas définit le visage comme ce qui constitue un commandement éthique. Il est à la fois l'expression de la conscience d'autrui, ce qui me met en relation avec lui, et qui est porteur d'un interdit absolu. Ne pas tuer. Par le visage, autrui exprime son statut de sujet semblable à moi et m'interdit par sa simple existence de tuer. Mais il est paradoxalement une invitation au meurtre, car il est la partie la plus nue, la plus fragile, la plus sensible, celle par laquelle je peux aisément effacer l'existence d'autrui. On peut interpréter à partir de là toutes les opérations qui consistent à cacher le visage comme une tentative de dépersonnification d'autrui. Le condamné à mort que l'on fait se retourner ou que l'on affuble d'une cagoule, cette même cagoule que l'on met sur le bourreau qui ne tue pas en tant qu'homme mais en tant qu'expression du système, etc., etc. Ainsi, le visage d'Annie, sur lequel on insiste bien d'ailleurs durant tout l'arc, devient à la fois ce qui interdit à Irène de la tuer, car il exprime la vie d'un autre sujet, mais c'est aussi ce visage qui exprime la personne qui a massacré ses camarades, l'ennemi, celui qu'on ne peut pardonner. S'acharner contre le visage, le mutiler, le faire disparaître, est une tentative radicale d'effacer autrui, de le faire disparaître. Et sur quoi Eren s'acharne-t-il dans l'anime lorsqu'il se transforme en titan ? Encore une fois, je ne dis pas qu'Isayama a lu Levinas, mais je rappelle que le philosophe est censé essayer d'expliquer, de trouver des concepts pour expliquer le monde. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il y ait des résonances, des échos d'une œuvre à une autre sans qu'il y ait concertation. Si un philosophe a vu quelque chose que l'on peut considérer comme vrai, comme important, il n'est absolument pas absurde de le retrouver dans une autre œuvre. Et on voit très bien dans le combat que le visage d'Annie se décompose au fur et à mesure à chaque coup qu'Irène lui donne. Peut-être que c'est plaqué ici de Levinas pour le Levinas, mais cela me semble quand même intéressant de voir par ce prisme-là. Isayama nous refuse d'ailleurs la facilité morale de qualifier Annie d'ennemie de manière absolue. On remarque que durant le combat qui opposera Eren à Annie, cette dernière semble ressentir la culpabilité alors qu'elle est projetée dans un bâtiment et cause la mort de victimes innocentes. L'oppression n'est plus la simple abstraction des titans sans âme, elle est l'œuvre d'autres êtres humains qui, eux, veulent survivre. Si l'on comprend que Annie n'a pas fait cela de gaieté de cœur, elle sait elle-même qu'elle est impardonnable. Dans le spin-off Lost Girl, on suit Annie dans sa dernière journée avant l'attaque du bataillon d'exploration. Si l'histoire est assez oubliable, elle a le mérite de nous plonger dans une ambiance de polar autour de problématiques sociales et politiques sans jamais aller très loin. Chargée de retrouver une héritière de la haute bourgeoisie, Annie profite de son enquête pour oublier sa condition et sa mission. Elle culpabilise de ses crimes au point d'en faire des cauchemars. Je ne m'attarderai pas sur le développement d'Annie dans ce spin-off car cela ne nous dit rien que nous sachions déjà. C'est une jeune fille intelligente, mais qui a subi un endoctrinement très jeune par son père qui voulait en faire un soldat d'élite. Elle est intelligente, efficace, redoutable, tout en ayant bon cœur et n'étant jamais mauvaise si la situation ne l'exige pas. Elle n'est pas sadique, et elle n'est pas mauvaise. Il est ironique d'ailleurs de se dire que toute son enquête par définition ne sert à rien quand on connaît ses objectifs. Pourquoi s'embêter à retrouver la fille d'un haut bourgeois district de Stoès alors que on sait que son but c'est l'annihilation de l'humanité. Donc c'est absurde, mais en même temps, cela nous permet de nous rappeler qu'Annie n'est pas une méchante au sens classique du terme. Elle ne veut pas détruire par pur plaisir de détruire. Elle n'est pas une méchante au sens classique du terme. Elle n'est pas mauvaise. Elle doit juste remplir sa mission comme le soldat qu'elle est. Elle n'est pas mauvaise en soi, ce sont ses actes qui sont mauvais. Et la nuance est fondamentale. On notera d'ailleurs par rapport à Annie que malgré sa volonté de remplir sa mission, cela ne lui ôtera pas néanmoins son désir de survivre. On remarque d'ailleurs que tout dans l'animé est fait pour renverser les rôles. Eren apparaît comme un monstre sanguinaire et terrifiant alors qu'Annie prend le statut de victime tentant vainement de sauver sa vie. Si l'affrontement d'Eren et d'Annie est le climax de la fin de la première saison, on remarque que de manière très astucieuse, contrairement au manga, l'anime va opérer un renversement des rôles. Eren apparaît comme un monstre sanguinaire et terrifiant alors qu'Annie prend le statut de victime tentant vainement de sauver sa fille. Alors juste,
j'aimerais faire une parenthèse, parce que je vais y consacrer une vidéo entière, mais j'aimerais quand même applaudir Isayama pour le développement qu'il fait des personnages féminins dans son œuvre. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas vu un aussi bon développement des personnages féminins dans une œuvre populaire japonaise. Ici, point de sexualisation, comme on peut en voir dans les shonen, avec des héroïnes à gros seins qui servent souvent uniquement de love interest ou d'objet de fantasme pour l'otaku moyen. Ici, les personnages féminins, dont Annie est l'une des meilleures représentantes, sont extrêmement bien traités, avec complexité, avec intelligence, tout en ne niant pas leur rôle de femme. J'y reviendrai, parce que là, je serais obligé de spoiler, je vais pas le dire, mais ce n'est pas que l'œuvre d'Isayama évacue le problème de genre, ni les problèmes de machisme ou de misogynie. Il n'évacue pas l'oppression de genre. Mais c'est sûrement la plus discrète et celle qui est la plus finement menée. Mais je développerai ça ailleurs. Mais simplement bravo. Eren, lors du début de l'affrontement contre Annie, n'arrive pas dans un premier temps à la reconnaître comme une ennemie. Il est stoppé par l'humanité de son adversaire, mais aussi sa proximité. Sa résolution sera prise alors qu'il reconnaîtra le caractère impitoyable de ce monde. Si ce monde est sans pitié, il le sera aussi. Mais il est intéressant de comparer pour le coup le traitement de l'anime par rapport au traitement du manga. Si le manga va à l'essentiel, l'anime lui étale plus l'action. Si cela est fait pour renforcer le spectacle, le traitement d'Eren reste tout autre. Dans l'anime, il est blessé, immobilisé et se laisse dominer par une rage progressive qui finira par éclater dans toute sa splendeur, mutilant le corps de Titan d'Annie d'une horrible façon. S'il garde la maîtrise de lui-même dans le manga, on est devant une totale perte de contrôle dans l'anime, obligeant Levi et Mikasa à intervenir à la fin. La violence bestiale et haineuse qu'il déchaîne devient une forme de liberté. Liberté de tuer, de mutiler, de dominer son adversaire. Sa violence opère un renversement de l'ordre du monde temporaire. En quelques instants, il devient pire qu'Annie, pire que les titans. Il prend plaisir à la blesser et est plongé dans une forme d'extase. Alors que les titans ne sont qu'une pulsion impersonnelle, alors qu'Annie n'agit que par contrainte et volonté de survie, Eren devient momentanément un monstre engendré par l'oppression. La violence n'engendre que la violence, la monstruosité un monstre, l'oppression répond à l'oppression. Si le choix d'Isayama était de montrer un combat sobre avec un Eren qui se résout simplement au combat, le choix de l'anime convient parfaitement à la ligne narrative qu'il a construite autour d'Eren. Il faut savoir d'ailleurs qu'Isayama travaille en étroite collaboration avec Wit Studio et a même corrigé certains éléments à travers l'anime, comme le design du système tridimensionnel. On peut très bien imaginer qu'il ait parfaitement validé ce choix, pourtant bien différent de sa première vision. Le choix du studio est d'autant plus fort qu'Annie devient, malgré son statut de bourreau et d'ennemi de l'humanité, une autre victime de l'oppression, ce que le manga confirmera allègrement plus tard. On s'étonne dans l'anime à ressentir de l'empathie et de la tristesse malgré ses crimes horribles. Le flashback transcrivant les paroles de son père sont des plus poignants et opèrent un renversement chez le spectateur. Tout d'un coup, nous ne voulons plus qu'elle meure, car dans ce flashback, on assiste à la fois à un aveu d'échec de la part de son père, qui culpabilise de l'endoctrinement imposé à sa fille, et à la prise de conscience d'Annie que toutes ses valeurs sont construites sur un mensonge qu'elle entretenait elle-même. Si la figure de son père est évoquée plusieurs fois, notamment dans Lost Girl, c'est finalement à ce moment précis qu'elle se rappellera de ses paroles les plus importantes. « Pardonne-moi, je me suis trompé. » Ce qui est déchirant, c'est que l'on découvre une enfance, une vie sacrifiée au nom de quelque chose que l'on ne peut que renier quand on découvre le sacrifice qu'il impose. Ce père qui a dévoué sa vie à faire de sa fille la meilleure soldate pour une cause alors inconnue, se rend finalement compte de l'atrocité de son acte et de l'amour qu'il a pour elle. Elle obéit alors à son dernier ordre, le seul finalement qui est véritablement compté, le seul qui ait de manière authentique exprimé leur attachement mutuel, rentre à la maison. Annie, pour sauver sa vie, va se cacher à l'intérieur d'un cocon de cristal dans lequel elle va rester prisonnière. Si on ne sait pas encore grand-chose de ce que lui réserve l'avenir, on sait par contre que son affrontement va provoquer un enchaînement de révélations plus choquantes et troublantes les unes que les autres pour nos héros. Et la première d'entre elles, la plus importante et la plus symbolique, va directement se révéler à leurs yeux.